Bonjour à vous voyageurs. Il y a des créatures qui sont réputées pouvoir sortir de leur tombeau. Vous voyez de qui je parle? Les vampires, qui à l'aide de leurs griffes acérées pourraient ressortir du lieu de leur dernière demeure pour venir nous hanter et s'en prendre à des victimes. Justement, ne faudrait-il pas s'en méfier? Ne faudrait-il pas essayer de savoir où est enterré exactement le plus connu de tous ces suceurs de sang? Bien sûr, j'ai nommé Dracula. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de Vlad Tepes, aussi appelé Vlad l'Empaleur, afin d'essayer de découvrir où est-ce qu'il repose. Car s'il doit ressortir de son tombeau, peut-être serait-il intéressant de savoir s'il est en Roumanie, en Italie ou peut-être même en France. C'est sur les traces de cette enquête que j'ai menée que je vous emmène aujourd'hui. Mais avant toute chose, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Marie-Élise, je sors au moins 2 vidéos par semaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail. Et en attendant, c'est parti. Vlad l'Empaleur, ou Dracula, est une figure emblématique de l'histoire et du folklore roumain. C'est aujourd'hui encore le plus digne représentant de ce que l'on appelle un vampire. Et pourtant, ce ne fut pas le premier. La croyance aux vampires remonte à bien plus loin que cela. 4000 ans avant notre ère, les Assyriens, pendant l'âge du bronze, parlaient d'une créature nommée Edimu qui terrorisait les habitants et qui ressemblait fortement à ce que l'on appelle aujourd'hui un vampire. Vlad Dracul ou Vlad Tepes, appelé plus tard aussi Vlad l'Empaleur, était un prince de Valachie. Il était autant craint que respecté. D'ailleurs, la légende dit que dans la ville où il habitait, au centre d'une place, il y avait une fontaine, et que pour les gens de passage, les voyageurs, en avaient déposé une coupe en or près de cette fontaine afin qu'ils puissent boire de l'eau. Tout le monde avait tellement peur de ce souverain que jamais la coupe ne fut volée. Au-delà de cette légende, Vlad est aussi intrinsèquement lié à la Transylvanie, une région où les légendes sombres et les récits envoûtants sont légion et où il serait prétendument né et où son nom résonne encore aujourd'hui. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Le premier nom qui vient à l'esprit quand on pense au tombeau de Dracula, c'est le monastère de Snagov, sur une île en Roumanie. C'est un monastère orthodoxe au milieu d'un lac dans lequel il y a un tombeau qui est présenté comme étant celui de Vlad l'Empaleur et où les touristes viennent d'ailleurs nombreux pour visiter le tombeau du plus célèbre de tous les vampires. En 1933, des ossements ont été trouvés près de l'autel, mais rien n'a permis de confirmer que c'était ceux de Vlad Tepes. Et pourtant, depuis 1930, une flamme brûle à son effigie dans ce monastère. Alors pourquoi reposerait-il ici? Eh bien, une légende orale, une tradition raconte qu'en fait, il aurait été assassiné dans une forêt non loin par la noblesse orthodoxe et que son corps aurait été rapatrié dans ce monastère de nuit, secrètement, sans que personne ne le sache. Cette légende, ce fait en lui-même est sujet à de très nombreuses controverses en Roumanie. Alors il est évident que, de fait, les habitants du coin doivent avoir un petit sourire quand ils voient les touristes débarquer et se dire certainement qu'à minima, c'est bon d'avoir de nouvelles personnes qui visitent la région. Mais du coup, on ne sait toujours pas où est Vlad Dracul. Vlad Tepes serait mort en 1476, mais c'est en fait bien plus tard que le premier cas de vampirisme avéré raconté de l'histoire eut lieu. Un certain Giure Grando, mort en 1656, fut le premier vampire classique à être répertorié et dont les témoignages attestent de l'existence. Giure Grando fut qualifié en fait de strigoi, qui est un mot de dialecte local pour qualifier un vampire. En tant que strigoi, il a terrorisé les habitants alentours jusqu'en 1672, année où il fallut décapiter son corps pour le neutraliser.
Alors en fait, que s'est-il passé? Giure Grando était un paysan qui vivait à Kringa, un petit village d'Istrie près de Tinjan. Selon la légende, pendant 16 ans après sa mort, Giure hanta les villageois et notamment sa famille. Le prêtre Giorgio, qui l'avait enterré, certifia qu'en fait, la nuit, quelqu'un venait frapper aux maisons et que peu de temps après, les personnes de ces maisons décédaient. Le curé Giorgio, qui l'avait donc enterré quelques années auparavant, se mit à poursuivre cette créature. Créature qui en effet revenait jusqu'à hanter sa propre veuve, donc sa femme, la nuit et la terrorisait. Le curé se mit à faire des battues et enfin réussit à se retrouver en face de Giure. Giure sous sa forme de vampire. C'est alors que le curé lui brandit un crucifix devant le visage et invoquant le Christ le défia en lui disant d'arrêter de terroriser tout le monde et de retourner à la mort, à sa dernière demeure. Giorgio témoigne qu'à ce moment, il vit le visage pleurer, le visage de ce vampire, le visage de cet homme qu'il avait enterré, pleurer. Un groupe de villageois se mit alors lui aussi à sa poursuite. Ils réussirent à le trouver une nouvelle fois et tentèrent de le tuer ou de l'exorciser en quelque sorte avec un pieu qu'ils n'arrivèrent jamais à enfoncer dans son corps. C'est alors qu'ils décidèrent d'aller sur la tombe de Giure et de voir ce qu'il advenait de son corps, puisqu'on le voyait régulièrement dans le village et qu'on n'arrivait pas à l'attraper. Dans sa tombe, Giure gisait là avec un sourire aux lèvres. Une fois de plus, ils essayèrent le pieu. Dans l'histoire, on dit d'ailleurs que c'est un pieu d'aubépine pour le tuer définitivement. Une grande invocation de Dieu et du Christ furent faits et on finit par décapiter le corps de cet homme mort. Était-il vraiment? La légende ne le dit pas, mais en tout cas, après cet acte pour le moins étrange, les apparitions cessèrent. Mais continuons sur les traces du tombeau de Dracula. Le deuxième lieu qui vient à l'esprit quand on y pense, c'est le monastère de Comana, qui fut fondé par Vlad Tepes lui-même et qui se situe aussi en Roumanie. Considéré comme une forteresse contre les Ottomans, ce lieu aurait servi de sépulture pour de très nombreux nobles roumains. Selon certaines théories, Vlad Tepes, Vlad Dracul, serait donc enterré en ces lieux. C'est d'ailleurs aussi ce que dit la page Wikipédia dédiée au monastère de Comana. Le site Landru Cimetière, qui s'intéresse énormément au cimetière et sur lequel j'ai pu trouver des informations, explique qu'il y a des indices qui pourraient laisser à penser que Vlad Dracul repose en ces lieux. Ils disent: le premier indice est que ce monastère se situe non loin de Giorgio, là où mourut Vlad Tepes, et on imagine donc plus aisément que sa dépouille y ait été transportée. En second lieu, l'église de Comana fut fondée par Vlad Dracula lui-même, et nous savons qu'à l'époque, les voyévodes de Valachie avaient pour habitude de se faire inhumer dans un lieu saint qu'ils auraient fondé, comme Mircea l'Ancien à Cosia. Ce sont en effet donc des indices convergents vers la possibilité que ce souverain maudit, en quelque sorte, soit enterré au monastère de Comana. De plus, le lieu est situé au milieu d'une vaste région marécageuse qui rajoute une touche vraiment mystique à ce site historique. Les deux monastères où reposerait Dracula sont donc situés en Roumanie, mais on peut imaginer que sa légende a continué à être perpétrée pendant des centaines d'années, et c'est dans un pays limitrophe de la Roumanie, la Serbie, que la suite de nos aventures vampiriques prend une toute autre forme. En effet, Peter Plogoyevich est apparu chez lui en demandant à son fils de quoi manger. C'était dans la ville de Kisilova. Rien de surprenant a priori, sauf que Plogoyevich était décédé depuis au moins 3 jours. Et peu de temps après, son propre fils décéda
ainsi que 9 autres personnes qui affirmèrent que Plogoyevitch était venu les voir, les avait étranglés et avait bu leur sang. C'était en 1725. Lorsque cette rumeur s'est propagée, comme l'histoire précédente que je vous ai racontée, les habitants se sont précipités pour aller ouvrir le tombeau de Plogoyevitch et voir ce qu'il s'y passait. Ils essayèrent à nouveau de planter un pieu dans le corps de cet homme, ce qui résulta dans un bain de sang terrible, arrêtant a priori la malédiction, mais en tout cas peut-être étant une véritable malédiction pour les personnes qui ont perpétré ce massacre. À partir de là, la légende du vampire commença à se répandre dans de nombreux autres pays, tels l'Allemagne, la France et l'Angleterre, semant une panique partout. Et alors que toute cette légende se répand et sème la terreur à travers toute l'Europe, un autre endroit potentiel pour le tombeau de Dracula est proposé. Ça serait le sanctuaire Santa Maria la Lova à Naples en Italie. C'est une personne ayant laissé un commentaire sous ma vidéo précédente qui m'a attiré l'attention sur ce sujet. Alors, pourquoi Dracula serait-il enterré en Italie? Tout d'abord, c'est le cimetière où repose Maria, la propre fille de cet empereur. Alors, petite édite, au moment du montage de cette vidéo, j'ai fait des recherches, je n'ai pas trouvé de fille de Vlad Tepes s'appelant Maria. Je retrouve des femmes et des petites filles de ce nom. Il n'aurait eu que 1, voire 3 fils en tout. Et je n'arrive pas exactement à trouver qui est cette Maria qui est présentée comme étant sa fille et donc enterrée au cimetière de Santa Maria la Nova en Italie. Mais ensuite, il y a eu une tombe qui a posé question avec des symboles dessus qui représenteraient potentiellement la Transylvanie. Ce sont des chercheurs de l'université de Tallinn qui ont étudié ces symboles et qui donc ont mis un peu de lumière sur ce qui serait peut-être la dernière demeure de Vlad Dracul. En fait, ils ont découvert des documents suggérant que Vlad Tepes, qui supposément était mort héroïquement au champ de bataille en Roumanie, aurait été rapatrié en 1476 alors qu'il avait en fait été décapité par des Turcs. Décapitation, une fois de plus, on revient au mythe du vampire et à la seule façon dont on pourrait le tuer. Le corps de Vlad Tepes aurait été racheté par sa fille contre rançon et cela pourrait être la raison pour laquelle il n'a pas été trouvé en Roumanie. Il aurait été rapatrié en secret jusqu'à Naples pour être enterré près de sa fille. Alors effectivement, la pierre dont nous parlons depuis tout à l'heure, enterrée sous l'église Santa Maria la Nova, semble confirmer cette hypothèse. C'est une étudiante italienne qui s'appelle Erika Stella qui a travaillé sur le cloître de l'église pour sa thèse et qui a fait cette découverte. Elle a ensuite été accompagnée d'un médiéviste qui s'appelle Raffaello Glini. Ils ont tous les deux examiné la pierre, la datant du XVIe siècle, et ils ont remarqué que la pierre était ornée de symboles qui étaient liés traditionnellement à des familles de Transylvanie. Il y a notamment un dragon sculpté en bas-relief qui représente Dracula, tandis que 2 sphinx se faisant face symbolisent la cité de Thèbes, cité qui est aussi appelée Tépès, comme le nom de famille de Dracula. Ensemble, ces motifs pourrait laisser croire que c'est bien Vlad Tepes qui est enterré ici. Une fois de plus, le mystère demeure. Mais alors finalement, cette tombe de Dracula, elle serait où? On a 2 lieux en Roumanie, un lieu potentiel en Italie, on ne sait toujours pas exactement où et par qui a été tué Vlad Tepes, et on ne sait certainement pas où son corps repose, ou en tout cas, on n'a pas de certitude. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je crois qu'il est quand même important d'essayer de creuser cette piste. Et justement, en essayant de poser des questions et d'en savoir un peu plus sur la véritable localisation du tombeau de Dracula, j'ai été éclairée par une information qui m'a été donnée par l'utilisateur La Séance de Minuit.
Je vous encourage à aller voir sa chaîne, elle est vraiment très sympa. Alors merci à lui pour m'avoir éclairé sur la possibilité que le tombeau de Dracula se trouve tout simplement en France. Et où en France? Dans l'extrêmement célèbre cimetière du Père-Lachaise. Un homme nommé Jacques Sirgeant aurait obtenu des informations afin de localiser très exactement la tombe dans ce cimetière. Et Jacques Sirgeant n'est pas n'importe qui. C'est un auteur, vampirologue, et c'est lui qui a créé le musée des vampires et des monstres de l'imaginaire. Jacques Sirgeant affirme avoir rencontré un jour un homme mystérieux qui lui aurait expliqué que la tombe de Dracula est donc bien dans le cimetière du Père-Lachaise et surtout qu'elle serait reconnaissable à 3 chauves-souris représentées sur ce tombeau, ces chauves-souris n'étant visibles qu'en rêve ou qu'en songe. À savoir exactement ce que cela veut dire. Est-ce qu'il veut dire que cela serait visible uniquement par des personnes éveillées et donc ouvertes aux énergies, ou peut-être à voir des choses que tout le monde ne voit pas, ou à des personnes très très attentives qui verraient dans certains détails des choses que d'autres ne verraient pas. Et c'est alors que son anecdote mentionne l'existence de sectes vampiriques qui, elles, bien sûr, savent très bien où est la tombe de Dracula. Cette tombe étant, ceci dit, anonyme, il n'y aurait pas de mausolée, de pierre tombale donnant son nom. Alors il faut dire, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, que le très célèbre cimetière du Père-Lachaise se prête tout particulièrement à cette interprétation et à des visites pour le moins étranges. C'est un cimetière absolument magnifique qui héberge des tombes à la fois grandioses, mais aussi des personnes extrêmement connues. En parlant de personnes extrêmement connues, il y a notamment la tombe d'un des descendants de Vlad Tepes, qui s'appelle Georges III Bibesco et qui est situé dans l'allée des Dragons. Mais s'il est présent au Père-Lachaise, Vlad Dracul ne serait peut-être pas le seul vampire enterré en ces lieux. En effet, on parle d'une femme vampire, une vampiresse. Celle-ci était une baronne à la fortune immense. Nommée Elisabeth Stroganoff, elle était née le 5 février 1779 à Saint-Pétersbourg et elle est décédée le 8 avril 1818 à Paris, à l'âge de 39 ans. Elle était richissime et elle avait fait apparaître dans son testament une clause pour le moins étrange. En effet, elle affirme dans son testament que toute personne, et notamment un jeune homme, qui arriverait à passer une année entière, à savoir 365 jours et 365 nuits, dans son mausolée, à côté d'elle, à côté de sa tombe, et ceci sans ressortir et sans rien faire d'autre, hériterait de sa fameuse fortune. Alors, forcément, de nombreuses personnes ont essayé, notamment au XIXe siècle où les légendes ou tout ce qui avait trait à l'ésotérisme était extrêmement connu. Beaucoup de personnes faisaient des expériences spirites et bien sûr, des gens ont essayé, sans jamais réussir, à passer 1 an aux côtés de cette baronne. Vous allez me dire quel est le lien avec les vampires et pourquoi l'appellerait-on la vampiresse du Père-Lachaise? Eh bien tout simplement car en fait est venue l'idée que si elle souhaitait que quelqu'un soit là à côté d'elle pendant 1 an, c'était probablement qu'elle comptait se réveiller et se nourrir de cette personne qui, elle, avide d'argent, cherchait à hériter, tandis qu'elle, avide de jeunesse éternelle, pourrait se repaître de son corps alors qu'elle ressortirait de sa tombe. Cela est corroboré par d'autres indices concordants, notamment le fait que son tombeau est décrit comme un véritable monument, une colonne surmontée d'un dôme polychrome et une chapelle dallée de marbre précieux. Son cercueil serait lui-même en cristal de roche. Mais surtout, le monument funéraire est tourné vers le soleil couchant et non vers le soleil levant comme cela se fait d'habitude. Et certains y voient encore d'autres symboles,
Comme je vous l'ai dit, elle est décédée le 8 avril 1818. Cela ferait 3-8 gravés sur sa tombe. Et le 8 serait le symbole du vampirisme, notamment car c'est le symbole de l'infini. Si on le représente couché, ça serait donc la vie infinie, la jeunesse éternelle. Et tout cela fait concorder ces théories sur le fait que la baronne serait en fait une vampiresse. À vrai dire, légende ou réalité, ces mythes les plus sombres inspirent parfois des légendes réelles bien morbides. En 1848, plusieurs victimes, des femmes et plutôt jeunes, sont retrouvées dans de nombreux cimetières parisiens, dont le cimetière du Père-Lachaise. Et cet auteur de crime se fait rapidement appeler le vampire de Montparnasse. Pourquoi? Je ne rentrerai pas en détail, mais ces crimes sont particulièrement sanglants. La police est à ses trousses et a de très grandes difficultés à le retrouver. Semblant insaisissable et parfaitement monstrueux, l'auteur, tel un vampire, semble leur passer sous le nez et disparaître dans la nuit. Ils vont alors mettre en place un dispositif assez ingénieux au niveau du cimetière de Montparnasse, avec un fil tendu tel un piège et des salves de balles qui partent si quelqu'un passe ce fil. Ils attendent, ils restent en filature à la recherche de cette créature sanguinaire de la nuit. C'est 1 an plus tard, en 1849, qu'ils arriveront enfin à l'attraper. Et là, surprise, l'auteur est un homme appelé François Bertrand. Il n'est absolument pas connu pour avoir des penchants sanguinaires ou s'être jamais pris à personne d'autre avant, et surtout, il était un sergent apprécié de l'armée de terre. Ainsi donc, légende ou vérité, Dracula a inspiré à la fois des auteurs, comme vous le savez, pour des livres, pour des films, mais aussi peut-être des criminels, des sectes qui rôdent, méfiez-vous, ainsi que des légendes étranges concernant des personnes qui auraient vraiment vécu comme cette baronne à la fortune inestimable, puisque le plus gros de sa fortune, selon moi, ce n'est pas l'argent, mais c'est la légende et les rêves qu'elle laisse derrière elle. Cette histoire de Dracula conclut notre cycle de vidéos dédiées à Halloween, mais ne vous inquiétez pas, d'autres histoires arrivent encore. Nous allons notamment nous pencher un peu sur les cryptides et je continuerai à vous parler de lieux insolites, étranges et de faits divers qui me marquent et qui, selon moi, font aussi l'histoire des territoires dans lesquels nous vivons. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie de vos commentaires, ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. Si vous avez envie d'encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, je suis ravie que cela vous plaise et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao!